Bonjour, je suis Hugo Dervissoglou et une fois de plus, je vous retrouve pour une nouvelle controverse. Sauf que cette fois-ci, nous ne passerons pas à la librairie du cinéma du Panthéon, mais au musée des vampires de Jacques Sirjean. Nous y retrouvons Alexis Leroy, un spécialiste du cinéma bis. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, pourriez-vous nous présenter quelque peu ce lieu ? Avec plaisir. Il est beaucoup plus petit que l'ancien musée des vampires, mais celui-ci a été recréé par l'artiste Génoir. Et la partie la plus importante, je dirais, c'est la bibliothèque, avec des ouvrages qui remontent au XVIIe siècle. Une bibliothèque que j'ai mis 40 ans à rassembler, avec par exemple un des 81 exemplaires de l'Imitation de Jésus-Christ, qui est le livre le plus lu avant la Bible, entre le XIVe et le XIXe siècle, et qui a généralement une phrase mentionnant le vampirisme, mais qui est censurée dans presque toutes les traductions, sauf dans les traductions que j'ai. Et voici le premier dictionnaire, avec la définition du concept de vampire, sous le nom de Strige, parce que le terme vampire n'apparaît qu'en 1732, le dictionnaire Morari, 1725, parmi 82 dictionnaires que j'ai en tout. Et la bande-annonce de ma version, de mon adaptation de Dracula préférée, celle de John Badham, avec Frank Langella dans le rôle de Dracula, qui assume de ne pas être du tout une adaptation fidèle. Voilà. Bonjour Alexis Leroy. Bonjour Hugo. Je suis heureux de me joindre à vous. Avec plaisir. Si vous le permettez, je vais lire un petit peu pour notre public votre carrière, ce que vous avez accompli. Merci. Donc, vous êtes titulaire d'un DEA en lettres modernes sur Casanova. Casanova et la conversation. Titulaire du CAPES en 1997. Vous êtes enseignant de français depuis 1997 au poste Lycée de l'Europe de Dunkerque depuis 1999. Vous avez obtenu en 2005 la certification complémentaire en art afin de pouvoir enseigner le cinéma dans votre établissement. Vous avez mis en place l'option CAV, cinéma audiovisuel, dans votre lycée en 2017 avec une classe pilote, puis en 2020 avec la pérennisation de l'option accordée par le rectorat de Lille. L'option a été parrainée par Jean-Claude Carrière, Carole Aurouet et Yuri Deschamps. Vous avez participé et participez toujours à plusieurs colloques et ouvrages collectifs. Alors attendez. Alors voilà. Vous avez rédigé et publié plusieurs articles sur Casanova. Vous avez participé à un projet collectif de manuel sur le cinéma. Vous avez rédigé un article dans un ouvrage collectif consacré au cinéma et à l'opéra, qui est paru au courant de 2023. Vous avez participé à l'ouvrage collectif sur Roman Polanski aux éditions Grémese et sur l'ouvrage collectif sur Abdelatif Kechiche aux éditions Flamand. Vous avez écrit un texte sur Vittorio De Sica dans un ouvrage collectif qui lui est consacré. Et donc, avez-vous d'autres précisions à apporter sur ce tableau ? Alors, le Vittorio De Sica est en cours de parution et bientôt, je contribuerai à un ouvrage collectif autour du cinéaste Xavier Dolan, qui sera l'invité d'honneur à Cannes, en quelque sorte, courant mai 2024. Et puis, j'ai d'autres projets d'écriture, notamment. Je vous remercie. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est le cinéma bis ? Alors, le cinéma bis, je vais me référer à deux sources livresques en quelque sorte. La revue Présence du cinéma, qui paraissait à la fin des années 50, début des années 60, et qui s'intéressait à un cinéma différent de celui auquel s'intéressaient les critiques officielles de l'époque, par exemple les cahiers du cinéma oppositif, c'est-à-dire les genres cinématographiques qui étaient un peu délaissés, voire des auteurs, des réalisateurs qui étaient délaissés également par la critique officielle. Parce qu'en effet, il y a Alfred Hitchcock, il y a Howard Hawks, il y a Jean Renoir, il y a tous ces merveilleux auteurs du cinéma classique,
et de premier plan, mais il y avait aussi, à l'époque, il y avait Vittorio Cotafavi, Riccardo Freda, et puis aussi, par exemple, pour ne citer que cela, il y avait aussi Terence Fisher en Angleterre, Cotafavi et Freda, évidemment, c'était en Italie, qui, petit à petit, commençaient à devenir des réalisateurs d'importance, mais avec des films qui n'étaient pas des films dits classiques, soit des films plutôt historiques, soit des films plutôt fantastiques, voire matinée d'horreur. Et donc la revue Présence du cinéma va s'intéresser à ces auteurs. Elle va s'intéresser aussi à un réalisateur franco-américain tel que Jacques Tourneur, avec sa filmographie, puisque Jacques Tourneur a réalisé, fils de Maurice Tourneur, le grand réalisateur, a tourné et réalisé par exemple La Féline, oui. Qui est un film à petit budget et qui sera maintes et maintes fois copié, plagié, Vaudou et d'autres grands films produits par la RKO à l'époque, ces films de série B de fantastique et d'horreur produits dans les années 40 par la RKO. Et Jacques Tourneur, à la fin des années 50, va réaliser en Italie, c'est une coproduction américano-italienne, La bataille de Marathon, avec Steve Rivers, qui sera l'un des grands acteurs de Péplum. Steve Rivers qui était un athlète et qui, comme d'autres athlètes américains, va connaître une carrière dans cette catégorie de cinéma bis qu'on appelle les Péplum. Je me base aussi sur la revue Midi Minuit Fantastique, qui consacre l'intégralité de ses numéros à ces genres cinématographiques que je viens d'évoquer, et aussi, et j'allais dire surtout pour cette appellation de cinéma bis, à Cinéma 63, donc c'est une revue qui est parue en 1963 de mémoire, c'est le numéro 75, et dedans vous avez un dossier qui s'intitule « Le cinéma bis », avec deux plumes parmi d'autres, Bertrand Tavernier, Yves Boisset. C'est dire. De belles plumes. Yves Boisset qui ensuite va remplacer Riccardo Freda à la fin des années 60 pour un des meilleurs coplans d'ailleurs de la série. Alors le cinéma bis. Donc, pour le définir, premièrement, c'est un cinéma auquel les critiques officielles s'intéressent très peu. Deuxième catégorie, ou deuxième définition qu'on pourrait apporter, ou élément de définition en tout cas, c'est un cinéma dont les coûts de production sont très modestes. Nous sommes dans la série B, voire la série Z, parfois. Voilà. Amateur, vous voulez dire ? Alors amateur, peut-être pas, mais en tout cas des coûts de production qui sont moindres qu'un grand film hollywoodien par exemple, ou qu'un grand film français, et tourné avec une certaine forme de rapidité, et pour aussi une grande rentabilité. Ça fait penser au cinéma B un peu, tel que vous... Voilà, le cinéma bis, le cinéma B, voilà, oui. Et bien voilà. Mais est-ce que c'est la même chose, le cinéma bis et le cinéma B ? Alors le cinéma B, ça pourrait être mis en parallèle, bien sûr. Et autre façon de définir ce cinéma, c'est un cinéma dans lequel il y a quand même une recherche esthétique qui n'est pas celle des grandes productions, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de plan séquence. Par contre, l'utilisation de gros plans, de zoom, par contre, l'utilisation de mêmes scènes qui apparaissent 2-3 fois dans le film, d'accord, à des moments différents. Le montage également est très important. L'utilisation de la couleur, je pense à Mario Bava, et de la brume chez Mario Bava, c'est fantastique. Je pense à Lisa et le Diable, par exemple. Et donc, il y a une recherche formelle, mais qui n'est pas la recherche plastique hollywoodienne classique. Donc, on est amené à avoir un autre regard sur ces films. Est-ce que le giallo italien correspond à du cinéma bis ? Ah, c'est du cinéma bis, voilà. Et d'ailleurs, je citais Mario Bava, ça a été l'un des premiers à avoir innové au niveau du cinéma bis, avec notamment 6 femmes pour l'assassin, avec des acteurs parfois peu connus. Et puis,
on aura l'occasion certainement d'en reparler, des acteurs parfois américains qui venaient se refaire une virginité au niveau de leur carrière, voire une seconde carrière. Je pense à John Saxon, je pense à Lee Van Cleef. Et John Wayne l'a fait en son temps. John Wayne, c'est plutôt ce que j'appellerais des films de série B. C'est-à-dire des films qui étaient produits par les grandes majors américaines, ou aussi des films de tous ces petits studios, la Monogram, la Republic Pictures, qu'on appelait le Poverty Row, c'est-à-dire l'avenue de la pauvreté, l'allée de la pauvreté, pour dire que c'était des petits studios qui faisaient des films de 60 à 70 minutes maximum, dans des conditions de tournage assez rapides, et parfois dans les mêmes décors. Et donc, pour revenir à cela, la série B, pour la définir, c'était des films, voire des serials. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une émission consacrée aux serials. À partir des années 20, quand les studios sont bien installés à Los Angeles, quand les studios sont bien installés à Hollywood, ont des unités de production de films de série A, avec des réalisateurs, des acteurs, et un coût de production et de réalisation fixé. Et vous avez, dans les majors, je pense à la MGM, je pense à Universal, je pense à la Columbia, on ne va pas tous les citer, et la Warner, qui avaient aussi leurs propres unités de production de cinéma série B, d'accord, à petit budget. Et c'est parce qu'en fait, à l'époque, les distributeurs et les propriétaires de salles achetaient un lot, en quelque sorte. Une séance, c'était comme un lot. Vous aviez le petit film de série B qui passait en premier, qui ouvrait la séance. Vous aviez ensuite d'autres courts-métrages, des attractions, des actualités, voire les dessins animés, et ensuite le grand film que tout le monde attendait. Mais, comme je dis, petit budget, grandes idées. Parfois beaucoup plus de grandes idées que dans les grands films de série A. Ils étaient peut-être un petit peu plus libres. Ils étaient plus libres, c'est vrai, au niveau de la réalisation. Et pour terminer et pour faire la distinction avec les films de série B à Hollywood, c'est pour ça que vous disiez John Wayne, oui, les Three Musketeers, cette série par exemple que John Wayne a fait après l'insuccès de son premier grand film avec Raoul Walsh en 1930, et pendant 10 ans il a dû faire des serials, etc. pour enfin revenir avec John Ford, exactement. Et ensuite, la télévision se développant beaucoup plus rapidement que prévu, les films dits de série B aux USA ont parfois disparu pour mieux réapparaître, j'allais dire, dans la télévision et sous d'autres conditions de production, notamment avec l'AIP, American International Picture, dans laquelle Roger Corman va faire son apparition et développer le cinéma bis. Et par rapport au cinéma bis, pour revenir sur lui, est-ce qu'il y avait, disons, une certaine fierté à faire du cinéma bis, revendiquée par ceux qui le faisaient, ou est-ce que c'était subi ? Alors, là, mon avis sera assez partagé, parce que je pense à des grands réalisateurs italiens, et ça on ne peut pas l'enlever, comme Riccardo Freda. Riccardo Freda, dans les années 40 jusqu'en 56 de mémoire, quand il réalise Les Vampires avec son ami Mario Bava, pendant une bonne quinzaine d'années, Riccardo Freda va faire des films mais qui sont somptueux, des films à caractère historique, voir une adaptation des Misérables avec Gino Cervi dans le rôle de Jean Valjean. Gino Cervi qu'on retrouvera comme Pépone, voilà, dans la série des Don Camillo. Et il y a une certaine forme d'insuccès en gradation auprès du public, de désintérêt de ce film auprès du public, et Freda jette l'éponge et décide de faire un tout autre cinéma. Et notamment avec... Et c'est peut-être un petit peu un film qui donne la date de naissance, en tout cas en Europe, du cinéma bis. Il s'agit des Vampires, voilà, avec Mario Bava, la collaboration technique de Mario Bava, qui était déjà très très connu à l'époque. Il a sauvé des films avec sa collaboration technique. Et ensuite, ça a été en 59 Kaltiki,
Ça, c'est Mario Bava qui va le réaliser quasiment complètement. Et Il ce était- sont ces deux films-là qui, j'allais dire, opèrent un virement vers le cinéma bis, du moins en Europe. D'accord, une création à proprement parler création- du genre cinéma bis. Exactement. Et par rapport aux thèmes et sujets du cinéma bis, Alors, les thèmes, vous savez, les thèmes sont assez variés. Parce que le cinéma bis n'est pas un genre cinématographique, c'est plutôt une association de plusieurs genres cinématographiques. Vous pouvez trouver du péplum. Vous pouvez même trouver des films tels que Zorro contre Massiste. Alors que Massiste, ici, n'est pas le massiste des péplums, mais un massiste qui est plutôt un homme musclé, les monsieur, Oui, les c'était monsieur les- muscles oui, des foires, c'est etc., ça. au XVIe qui siècle, tordaient notamment. les barres de métal, ce genre Exactement. de choses. Donc, vous avez donc les péplums, vous avez les films d'aventure, vous avez évidemment le film fantastique, vous avez les westerns, vous avez les films, le giallo va apparaître au milieu des années 60, et vous avez tout ceci qui est parfois matiné d'érotisme. Mhm. Voilà. Oui. C'est ce que, par exemple, Jess Franco va faire dans la majorité de ses films, et je pense qu'on aura le temps d'en reparler un peu. Oui, bien sûr. Donc vous avez plusieurs genres cinématographiques qui sont donc, comme je disais, moins bien considérés par la critique officielle. D'accord ? Évidemment, c'est pas Quai des Brumes, c'est pas non plus du Douglas Sirk. Donc voilà, là ici on est dans un tout autre genre de cinéma et qui était programmé dans ce que l'on appelle, du moins en France, donc cinéma de quartier. C'est-à-dire des cinémas qui prospéraient dans toutes les villes, par exemple en France. À Paris, n'en parlons pas, vous aviez le Midi Minuit. Vous avez par exemple Brady qui existe encore, qui résiste. Et vous aviez aussi d'autres petites salles de quartier qui proposaient ces films, et aussi des films de cinéma bis, donc, et sur parfois plusieurs horaires, plusieurs séances. On pouvait rester la journée, et parfois on voyait soit le même film, soit plusieurs films de cinéma bis. C'est donc un cinéma qui était fait pour une exploitation rapide, d'où son appellation parfois de cinéma d'exploitation. Ouais. C'était des films qui étaient vite faits, parfois très bien faits, pour certains, parfois moins bien faits, mais en tout cas des films qui trouvaient leur public dans des salles de quartier, dans des salles populaires. Il y avait une identité véritablement. Il y avait une identité, voilà. On disait on va au Midi Minuit, on savait qu'on allait voir soit un giallo, soit un Dracula ou un Frankenstein de la Hammer avec Christopher Lee ou Peter Cushing, par exemple. Donc voilà, c'était ce genre de cinéma avec l'apparition et le développement de ces salles, de ces cinémas de quartier. Et est-ce qu'on peut déceler un degré de l'ordre du pastiche ou de la caricature dans ces films ? Alors oui, parfois, vous savez, à partir du moment où une catégorie de cinéma s'installe, par exemple le western spaghetti, on reprend les thèmes et les personnages du cinéma italien, le cinéma spaghetti comme on l'a appelé, pour les user jusqu'à la corde, voire une corde parodique. Je pense par exemple à un personnage tel que Trinita qui reprend le personnage du bon Clint Eastwood mais d'une autre manière. D'ailleurs ce personnage est incarné par Terence Hill qui va promener ce personnage de cow-boy souvent avec un long manteau poussiéreux dans Un génie, deux associés, une cloche en 75 avec Robert Charlebois, Miu Miu, Klaus Kinski et Patrick McGowan. Donc distribution qui paraît comme ça un peu hétérogène ou hétéroclite, mais c'était aussi les conditions de production, puisque le cinéma bis, il faut savoir, ce sont des productions européennes, avec des capitaux venant de plusieurs pays européens. Et des montages financiers. Et des montages financiers, parfois au Liechtenstein, voilà, il y a des histoires de films avec Jess Franco qui doit homologuer son film au Liechtenstein pour payer le film ou pour qu'il soit payé. Enfin, il y a des tas d'aventures du cinéma bis. Mais quoi qu'il en soit, c'est en quelque sorte, s'il y a bien un cinéma européen, c'est le cinéma bis. S'il y a bien un modèle de cinéma européen. Qu'allais-je dire encore ?
Oui, pastiche, c'est-à-dire que on va avoir des parodies de western spaghetti. Et là, on peut se dire que le filon s'épuise. Le filon s'épuise, hein, bien sûr. Il y a même un... Alors, c'est quand même encore un très beau film, mais il y a un personnage incarné par William Berger dans un western qui s'appelle Banjo parce que son fusil à canon scié est caché dans un banjo. Voilà, dans un western italien. Oui, donc il y a le côté parodique qu'il n'y avait pas à la base. D'accord. Et quelle influence sur le cinéma par la suite a eu ou a encore le cinéma bis aujourd'hui? Le cinéma bis aujourd'hui, malheureusement, a disparu parce que j'allais dire, à partir des années 75, le cinéma bis commence à décliner, péricliter, et on a tendance, parfois, les grands réalisateurs, ou même les petits maîtres, hein, je pense à Bruno Mattei, je pense à Enzo G. Castellari, qui a fait Keoma en 76, qui est peut-être le chant du cygne à la fois du western. C'était avec Franco Nero, donc un merveilleux acteur, Franco Nero. Django, le premier. Django de Sergio Corbucci. Et comment dirais-je, oui, c'est à partir de ces années-là qu'il y a un déclin. Et puis, donc, ces maîtres du cinéma bis, je pense à Enzo G. Castellari, je pense également à Sergio Corbucci, je pense à d'autres grands réalisateurs, se tournent vers l'imitation à la limite de la parodie de films d'horreur. Je pense aussi à Lucio Fulci, qui avait réalisé Le Chat Noir, qui est une référence, hein, dans le cinéma fantastique, avec Patrick Maggi, qui était un acteur kubrickien. Hein, on le voit dans plusieurs Kubrick. Et donc, ces personnalités se réfugient ensuite dans le cinéma de zombies, dans le cinéma comment dirais-je, qui imite par exemple Conan le Barbare, qui imite Mad Max. En fait, le grand spectacle hollywoodien de l'époque, voilà, qui est repris par eux. Enzo G. Castellari va même tourner à New York Les Guerriers du Bronx, du mois numéro 1 de mémoire, et va utiliser New York, donc ce quartier de New York, comme un quartier digne d'un Mad Max, par exemple. Hein. Il explique dans ses mémoires. Voilà. Et John Carpenter. John Carpenter, oui, bien sûr. Il est dans l'entre-deux. Enfin, il est un peu dans l'entre-deux. Il est dans l'entre-deux. Oui, avec, par exemple, dès son premier film de science-fiction, de 1974, qui est en fait le développement de son film d'étudiant. Et puis ensuite avec par exemple Halloween, hein, qui reprend le thème du giallo, qui reprend le thème du slasher, bien avant quelques années avant, 2-3 ans avant Vendredi 13 par exemple. New York 97, film apocalyptique. Exactement. Et il peut y avoir aussi The Thing. Voilà, avec toujours cette lutte contre l'inconnu en quelque sorte, et l'étranger, l'alien. Voilà, exactement. Chose que faisait aussi d'une toute autre manière Jack Arnold, par exemple, dans certains de ses films de science-fiction, et même dans Tarantula. Et donc oui, John Carpenter bien sûr, et avec un message politique en plus. Ce qu'on ne trouve pas souvent dans le cinéma bis. Non. Le cinéma bis, c'est plutôt un cinéma de distraction, de spectacle, voire de spectaculaire. Mais c'est vrai que malheureusement, le cinéma bis ensuite, et certains réalisateurs, je pense à, je vais me faire des amis, Ruggero Deodato, Joe D'Amato, qui avait fait de très bons films au départ. Et je pense pour Joe D'Amato avec la superbe Laura Gessmer dans Les Black Emmanuel. Ensuite, va se fourvoyer dans des films de cannibales avec... c'était l'époque du Cannibal Holocaust. C'était du Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. Et puis, dans d'autres films, parfois, tournés carrément en vidéo à la fin de sa carrière, hein, bien sûr. Mais le cinéma bis, c'est vrai, n'est pas... Alors, parce que on a tendance à nous focaliser sur l'Europe, mais le cinéma bis, on le trouve à l'époque partout.
Oui, en Amérique, en Amérique, avec Afrique. Roger Corman, Oui. par exemple, qui a fait beaucoup pour le cinéma bis en tant que réalisateur, mais aussi en tant que producteur. En tant que réalisateur, notamment, et c'est pour ça qu'il est connu, et tant mieux si ce coffret existe et vient d'être édité, pour ses adaptations d'Edgar Allan Poe avec Vincent Price, Oui. par exemple, et avec des acteurs débutants tels que Jack Nicholson. C'est 6 films, je crois, en plus, Edgar Allan Poe, il a Exactement. fait. 6 films. Oui, qui sont plus ou moins reliés avec des personnages en couleur qui évoquent le giallo, et donc il y a un vrai dialogue aussi. Il y a un dialogue avec, par exemple, les 3 visages de la peur de Mario Bava. Et puis, qui fait le narrateur? C'est Boris Karloff, le lien est fait. Il y a aussi un hommage. C'est aussi un cinéma hommage par rapport à tous ces acteurs Comme Bela Lugosi, comme Karloff, dont je parlais, Lon Chaney aussi, Senior et Junior. Et donc oui, Corman a fait beaucoup. Et puis il a fait beaucoup aussi quand il a quitté l'AIP fin des années 60, début années 70 pour fonder la New World Pictures, pour mettre le pied à l'étrier de jeunes talents tels que Peter Bogdanovich, voilà, Coppola, Joe Dante, aussi, qui a débuté comme monteur avant de réaliser Piranha et puis ses films parodiques comme Hamburger Film Sandwich, et ensuite le Joe Dante que nous aimons avec les Gremlins et d'autres films également. Le grand réalisateur des années fin 70, courant 80, qui avec cette expérience en fait pouvaient amener leur expérience justement du cinéma bis dans le système hollywoodien. Dans le système hollywoodien, et aussi Martin Scorsese. Il faut savoir, Bertha Boxcar, c'est du Scorsese produit par Corman. Ouais. Et tous lui en sont redevables, même si à l'époque, ils lui en ont voulu un peu, parce que Corman était très dur au niveau négociation de frais, de temps de tournage. Après, ils ont dit, nous avons été à bonne école. Coppola avait co-réalisé Dementia 13. Qui est un très très beau film, il fait beaucoup d'ambiance comme ça. Petit budget, mais belle ambiance et bonnes idées, comme je le dis. Mais c'est aussi eux, ces élèves de Corman, qui ont mis fin quelque part à son système quand ils sont allés travailler avec Hollywood. Quand il a vu Star Wars de George Lucas, il s'est dit là on a problème. Carnosaur, je ne sais plus s'il l'avait réalisé ou produit. C'était une inspiration via Jurassic Park. Et d'ailleurs, il y a ce plan de fin où on voit le petit, je ne sais plus comment il s'appelle ce personnage, qui brûle. Il y a un personnage emblématique d'un type de bande dessinée qui était très très, pas dur, mais très, qui allait contre le puritanisme américain, on va dire, qui est présent et qui brûle dans le film. Enfin, exactement. Il y a quelque chose de désespéré dans la fin du cinéma bis aussi. Et d'ailleurs, Corman, vaille que vaille, il a 96 ou 97 ans, ce jeune homme, est toujours dans le milieu du cinéma. Il a quand même produit, de mémoire, 450 films. Oui, quand même. Ce qui n'est pas rien. C'est un staccanoviste. C'est un passionné. Il a écrit d'ailleurs un très très beau livre, comment produire, je ne sais plus combien à l'époque, 300 films sans débourser un centime. Donc, qui est trouvable chez Capricci. Je ne me souviens plus du titre précis, mais c'est dans l'esprit. Oui, Corman a beaucoup fait. Et puis, vous avez aussi comme réalisateur à l'époque de cinéma bis avec Vincent Price. Il a tourné 2 grands films avec Vincent Price et William Castle, par exemple, qui est très très bien. Ce sont 2 beaux films tournés en 58-59. Alors l'un d'entre eux s'appelle Le Désosseur de cadavres, de mémoire. Et c'est toujours des titres un peu racoleurs. Oui, mais ça, ce sont les titres français. Et je soupçonne, et c'est pas qu'un soupçon, je soupçonne les exploitants de salles ou les distributeurs français, voire les adaptateurs, parce que parfois on a des versions cut, voilà, pour que le film passe une fois encore, dans la journée, dans les salles, d'avoir cherché à faire du sensationnel au niveau des titres notamment. Alors l'Angleterre aussi. L'Angleterre, la Hammer, la Amicus aussi, les 2. Alors la Hammer, c'est la plus connue, parce que c'est la plus somptueuse, aussi. La plus sanglante. Il y a le côté aussi un peu parfois sensuel. Je pense à Dracula et les femmes, de Freddie Francis, en 68.
qui est un beau Dracula. Et ça a été une pépinière de réalisateurs. Terence Fisher, pendant une quinzaine d'années, il était connu pour des polars de série B. Et là, de la Hammer d'ailleurs. Et puis tout à coup, la Hammer s'est dit, on va reprendre les grandes figures des années 30 de la Universal, Dracula, Frankenstein, notamment le loup-garou, pour en faire nos propres versions, tournées par Terence Fisher notamment, qui a fait beaucoup pour l'atmosphère gothique, et puis aussi le choix des acteurs, Christopher Lee. C'est le Dracula encore aujourd'hui pour beaucoup. Un staccanoviste au niveau acteur également, qui a fait beaucoup pour le cinéma bis. D'ailleurs, il a travaillé avec Mario Bava pour Le Corps et le Fouet. Il a travaillé aussi avec Jess Franco, notamment pour le Dracula de Jess Franco, qui est à voir, qui est très très bien fait, avec Herbert Lom aussi et Klaus Kinski. Et la première muse de Franco, qui est Soledad Miranda. Donc vous avez Peter Cushing, qui était un acteur shakespearien, qui avait été formé par le théâtre shakespearien, et qui, par le personnage de Van Helsing, par le personnage du baron Frankenstein, a aussi vu sa carrière exploser avec ces films-là. Et donc, parfois, ils seront plus ou moins limités, condamnés à tourner ces films jusqu'à la fin de la Hammer, qui date de 76-77 pour la première fin, parce qu'il y a eu des résurgences à la télévision. Voilà, la Hammer présente, et puis il y avait des séries comme ça, des petites séries fantastiques, ou un peu comme Bizarre de Roald Dahl. Il y avait aussi le dernier film de la Hammer, c'est Une fille pour le diable, qui est un film très très intéressant, et avec un trio d'acteurs, Richard Widmark, et oui, Nastasia Kinski, 6 ans avant La Féline, et Christopher Lee, dans le rôle évidemment de celui qui sacrifie des méchants, des enfants, voire des bébés, des bébés. Il y a une scène quand même assez dure, où sous prétexte d'être un prêtre, en fait c'est un adorateur de Satan. En fait, le cinéma bis, on peut le dire, il est traversé par les thèmes de société, mais aussi par les pulsions de cette société, et il n'a pas cette censure que peuvent avoir les films plus généraux. Voilà, oui, parce que parfois il passait en dessous des radars de la censure. Alors surtout qu'en France, il y a eu la législation Cinéma X, ou cinéma interdit au moins de 16-18 ans à l'époque. Dans les années 70. Dans les années 70, c'était 13 et 18 de mémoire. Cinéma classé X aussi. Et donc, comme ça passait confidentiellement dans les salles, comme parfois, pour la censure, ils leur montraient des films avec le titre, le comité de censure disait, bon, ben voilà, c'est bien, on accepte, voilà. Et en plus, mais après, ils reprenaient le vrai film avec le titre et ils le passaient dans les salles, voilà, bon. Il y avait oui, mais il y a toute une histoire souterraine financière, ou par rapport à la censure du cinéma bis qui serait à faire, et les remontages aussi, on parlait de Jess Franco tout à l'heure, il y a combien de versions du sadique de Notre-Dame, de 74 jusqu'à 79, nous connaissons au moins 3 versions. Il y a une version en 74 que Jess Franco avait montrée à Cannes, qui a fait un flop. Il a fait un remontage qui a été très très peu vu. 5 ans après, il retourne à Notre-Dame, et on voit que Jess Franco a un peu vieilli, que les cheveux sont un peu plus longs. Voilà, que bon, il y a des petits soucis, des faux raccords, voilà. Je cherchais le thème, mais le film est, j'allais dire, dans sa 3e version, est assez étonnant aussi. Voilà. Et puis, il a de l'intérêt. Et il a de l'intérêt, voilà, exactement. Vous savez que Serge Gainsbourg a tourné dans 2 chansons de Parolini. Il faisait le méchant, le traître, là. Ça vient aller bien, je pense. Serge Gainsbourg, et oui. Et puis avec un jeu de nerveux comme ça. Il a même joué dans un film avec John Birkin, un film d'Antonio Margheriti, qui est un giallo de 72. C'est peu connu, ça. C'est peu connu, mais voilà. Et puis il a fait aussi d'autres films. Par exemple, L'Inconnu de Chandigor, qui vient de ressortir de Jean-Claude Roy, de mémoire, avec aussi
un acteur qu'on a beaucoup vu dans le cinéma bis aussi, mais pas que. Aussi chez Caro et Jeunet dans Les Enfants Perdus, c'est Daniel Émile Fauré. Il joue qui dans la Cité des Enfants Perdus? C'était celui qui, comment dirais-je, c'était cet acteur, je ne connais plus le nom du personnage, qui a un long visage. Figure vampirique. Chauve, oui. Voilà. Et donc, le nom m'échappe. J'ai voilà. oublié son Il nom va nous aussi dans revenir. le film, mais- Ah là, je fais que parfois. Nous ne retenons pas tout. Mais c'est vrai qu'il y a des acteurs comme ça qui ont fait des incursions dans le cinéma bis. Il y a des acteurs typés cinéma bis. Vous avez par exemple des acteurs qui ont fait toute leur carrière dans le cinéma bis en Europe, mais aussi parfois même aux Philippines. Je pense à Richard Harrison, qui était un monsieur muscle et qui a fait des Eurospy, qui a fait des péplums, qui a fait des films d'action et qui a même tourné en Chine dans le Marco Polo de Chang Cheh, par exemple. Chang Cheh qui a fait beaucoup de films d'arts martiaux, mais aussi d'épées, de duels, pas des samouraïs en Chine, mais de combats au sabre, etc. Chang Cheh, moi je le classe parmi les cinéastes bis, et il était produit par on est en Chine, c'est la Shaw Brothers. Est-ce qu'on peut considérer le cinéma hongkongais comme un cinéma bis? Alors comme les héritiers du cinéma bis. Héritier? Oui, je pense à Johnny To par exemple, qui a fait aussi un film avec Johnny Hallyday, qui est pas mal du tout, une histoire de vengeance. Je pense aussi à John Woo, qui a démarré aussi dans cette catégorie et qui ensuite, parfois, c'est le défaut de certains réalisateurs, à partir du moment où ils ont des gros budgets, les films sont moins attirants. Moins viscéraux, moins... Entre The Killer et Mission Impossible... Volte-face était un bon film, moi je trouve. Ah, Volte-face était très bien. C'est un C'était vrai au début. esprit cinéma bis d'ailleurs. Ah oui, avec John Travolta et Nicolas Cage. Il change de visage. Ah oui, c'est sensationnel. Ouais. Et ensuite, malheureusement, j'adhère moins à ce que fait John Woo actuellement. Mais Alors peut-être va-t-il revenir au cinéma des origines ou de ses débuts et puis faire quelque chose de flamboyant. Il y avait Tsui Hark aussi. Tsui Hark, oui, très très bon aussi également. Et c'est vrai que vous avez d'autres réalisateurs à Hong Kong qui sont très très bien. Au Japon également. Au Japon, je pense à Ishiro Honda. Godzilla, le premier Godzilla. Il y a deux versions. Il y a la version japonaise et puis les Américains ont dit tiens, c'est pas mal ce qu'ils font les Japonais. Donc on va reprendre le film et on va remonter avec des scènes avec des acteurs américains, notamment Raymond Burr, qu'on connaîtra comme Perry Mason, L'Homme de Fer, etc. par la suite. Et puis Ishiro Honda, c'est celui qui va lancer ses films, par exemple, avec aussi une autre créature, qui est une sorte de papillon de mythe géante, qui est Mothra. Mothra, voilà. La mythe. Et bien sûr, ça c'était pas les films officiels de la Toei. Là, on était très loin de Mizoguchi ou Ozu. Mais c'était à la même période. Mais ils font partie de la vie du cinéma aussi. Voilà, c'est ce qui fait vivre. Et ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que parfois ces films, que les gens ont tendance à négliger, à évacuer, que les critiques parlent mais en se pinçant le nez, permettent, par leur succès, par leur exploitation, de financer des films qui sont, financièrement de plus grande envergure. Et ça alimente aussi une certaine cinéphilie, une habitude d'aller au cinéma et de regarder des films, tout simplement. Exactement, et d'apprécier les films, quels qu'ils soient, quel que soit leur genre, par exemple. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un cinéma en bonne santé, on va dire, dispose d'un cinéma bis? C'est-à-dire que s'il y a un cinéma bis, c'est que le cinéma général est en bonne santé et dynamique. Il faut un cinéma parallèle. Voilà. Absolument, pour la survie du cinéma, il faut un cinéma parallèle. Et c'est un signe que le cinéma a du succès et existe, qui génère un milieu en lui-même. Il faut exactement, voilà, c'est ça. Si nous n'avons pas en même temps, je n'ose citer certains réalisateurs qu'on classe de catégorie A, s'il n'y a pas à côté des réalisateurs qui s'expriment tout aussi bien esthétiquement, voire idéologiquement, dans des cinémas de moindre coût,
mieux vaut déclarer la mort du cinéma. Il faut toujours un cinéma parallèle. Voilà. Et d'ailleurs, ce serait ma définition du cinéma bis. Ce serait un cinéma qui serait parallèle, autre. Mais l'altérité, c'est bien finalement. Oui. Voilà, savoir distinguer et accepter l'altérité à tous les niveaux, humains comme cinématographiques, ça me semble être de bonne tenue, de bonne facture. Voir l'autre permet de se connaître soi-même. Exactement. Nous allons maintenant passer au bocal. Et là, nous allons changer notre fusil d'épaule. Parce qu'il n'y aura pas de mots, pas de phrases, pas de citation, simplement la reproduction d'une affiche. Et c'est moi qui vais faire la sélection. Si. Merci. Zorro et les Trois Mousquetaires. Alors là, nous sommes en plein cinéma bis, évidemment, puisque il y a un mélange, comme dans certains péplums, Samson et Hercule, par exemple, pour ne citer que ces deux figures mythologiques réutilisées à l'envi dans les péplums. Nous avons deux figures majeures, en quelque sorte, du cinéma d'aventure. Zorro, qui est plutôt sur sur le sol américain, au Nouveau-Mexique, et les Trois Mousquetaires qui font plutôt penser à la littérature d'Alexandre Dumas et à des adaptations soit hollywoodiennes, soit françaises. Hollywoodienne par exemple avec Gene Kelly, par exemple, pour ne penser qu'à lui, ou Richard Lester dans les années 70, qui en a fait une formidable relecture. Dracula contre Frankenstein, autre version, Dracula prisonnier de Frankenstein, et puis d'autres grandes figures, soit du cinéma fantastique, ou de la littérature d'aventure, ou de la littérature fantastique, qu'on fait se confronter pour attirer à la fois ceux qui apprécient Dracula, Zorro, ou Frankenstein, les Trois Mousquetaires. Et parfois, en fait, il y a aussi un mélange des époques, puisque les Trois Mousquetaires, nous sommes sous Louis XIII, et Zorro, c'est plutôt au XIXe. Donc, mais le cinéma bis n'a jamais eu peur des anachronismes, ni de la confrontation de certains espaces-temps. Voilà. Bien au contraire. Ah oui, Le Fantôme de la rue Morgue. Alors, c'est un film... alors, fait-il partie du cinéma bis ? Je dirais plutôt qu'il fait partie de ces films qui assurent une transition avec le cinéma bis, par leur contenu, même si ici, ça n'est pas complètement fidèle au récit d'Edgar Allan Poe avec Le Chevalier du Pain, puisque finalement, là ici, Claude Dauphin est plutôt un commissaire de police qui n'est pas tout à fait le détective du Pain, et donc Claude Dauphin, un acteur français, qui a eu une belle carrière aussi à Hollywood, il faut savoir. Il a même tourné une série avec Louis Jourdan. Ils sont revenus en France tourner une série de 26 épisodes qu'il faudrait redécouvrir, et puis qui a eu beaucoup de succès, non pas en France, mais aux États-Unis. Et Claude Dauphin, qui a aussi été un acteur très très engagé dans la résistance, puisqu'il a fait partie de ce groupe d'acteurs qui a organisé un comité de résistance à New York et à Los Angeles. Pour revenir au film, il y a Claude Dauphin, mais il y a aussi Karl Malden, acteur studio, et il y a Kazan. Et Karl Malden, là ici, qui joue en quelque sorte le rôle de l'homme méchant, brutal, voilà, je n'en dis pas plus. Mais en tout cas, c'est une belle adaptation, et comment dirais-je, on peut penser, avec le travail esthétique sur les couleurs, sur la photo, on peut penser à ce que faisait Albert Lewin, dans Le Portrait de Dorian Gray avec George Sanders par exemple. On peut penser à d'autres films d'Albert Lewin du genre de Pandora, mais on peut penser au travail sur les couleurs que va effectuer Mario Bava dans ses propres films. Voilà. Et notamment
Lisa et le diable, avec Elke Sommer et Telly Savalas, et Alida Valli aussi, c'est vrai, Gabriel Tinti, tous ces acteurs qui, dans les années 70, feront également du cinéma bis en Europe. Oui, finalement, même si elle ne correspond pas complètement au récit d'Edgar Allan Poe, c'est une belle version. C'est une belle version à découvrir, voilà, qui réserve de beaux moments pour le spectateur. Le météore de la nuit. Ah, ça c'est un Jack Arnold, me semble-t-il, le météore de la nuit. De mémoire. Je ne le vois pas marqué. Ah. Mais ça y ressemble en tout cas. Ça y ressemble. Et je crois que c'est un film de Jack Arnold de 53. Alors c'est typique parce que Jack Arnold, il a assuré aussi une certaine forme de transition. Et j'en parlais tout à l'heure de Jack Arnold, ou peut-être pas, mais en tout cas, ça me donne l'occasion d'en parler. Jack Arnold a souvent fait des films qui se passent dans des petites villes, entourées par le désert. Comme Tarantula. Exactement, dont voilà la fameuse araignée géante. Et tout à coup, dans lequel surgissent des créatures, des êtres qui sont autres que les habitants, d'accord, voilà, surnaturels, là ici des extraterrestres, et il y a une tentative on en parlait tout à l'heure à propos de l'altérité, de se confronter avec autrui, parfois d'essayer de comprendre l'autre sans engager d'hostilité. Et dedans, de mémoire, il y a le protagoniste qui essaie de sauver même à la fois les habitants, mais aussi les extraterrestres, de cette confrontation et donc d'une destruction et d'un conflit. Hein, voilà. À l'époque où la guerre froide s'est vissée. Bien sûr. Voilà, il y a une métaphore évidente entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Hein, il y avait le film de Bert Gordon avec les fourmis, là, qui est aussi symbolique et symptomatique de cette peur de l'autre pendant cette période de la guerre froide. Mais Jack Arnold, hein, c'est quelqu'un qui est bien aussi pour la créature du lac Noir, l'étrange créature du lac Noir, que j'ai découvert quand j'avais 12-13 ans dans la fameuse dernière séance d'Eddie Mitchell et Gérard Jourdouy, avec les fameuses lunettes en 3D. Il a fait aussi L'homme qui rétrécit. Oui, super. Contre le nucléaire aussi. Contre le nucléaire, l'homme qui rétrécit, oui. Avec le chat. Ouais. Et l'araignée aussi. Et l'araignée, ah oui, mais ça, c'est terrible. C'est terrible. Alors, ce soir, les souris dansent. Ah, ça doit être un film qui doit... vous savez, après, le regain d'affection du public pour Jean Gabin, dans Touchez pas au Grisby de Jack Becker. Il y a eu une flopée de films de petits budgets, produits parfois, et ça aussi, on est en 56, donc on peut commencer à parler de cela aussi, qui étaient exploités soit à Paris, soit dans le pays coproducteur en Espagne, parce qu'il y a une version espagnole et aussi une version française de ce film de mémoire, et donc qui exploitait ce film soit dans les cinémas de quartier à Paris, soit en province, et ça fonctionnait très bien. Et donc là, avec l'affiche, ce soir les souris dansent. En plus, il y a Mick Michel, j'ai cru voir Howard Vernon et Danny Carell. Alors Danny Carell... Mick Michel, Howard Vernon, effectivement. Oui. Et Danny Carell, elle est mentionnée aussi. Je crois que Danny Carell apparaît un peu, voilà... voluptueuse, sinon légèrement dénudée, ou du moins dans un numéro de striptease. Et donc, ce sont des films qui vous relatent un petit peu le Paris des truands, le Pigalle ou le Montmartre des truands. Même si, là ici, de mémoire, il s'agit du vol d'un violon qui entraîne une enquête et des crimes mystérieux. Et donc, vous avez là les acteurs typés. Alors, pas Mick Michel, mais ils ont mis Mick Michel parce que c'était une chanteuse qui était très très connue, très célèbre à la mode à l'époque. Et surtout Howard Vernon, qui avait tourné avec Le Silence de la mer, avec Melville, Jean-Pierre Melville, qui était accoutumé à être au soldat allemand, à jouer des officiers allemands, pauvre Suisse qu'il était. Et ensuite, qui tournera aussi avec Jess Franco
beaucoup de films, le docteur Orloff notamment, mais pas que, hein, et il jouera aussi Dracula pour Jess Franco par exemple. Et aussi, on en parlait tout à l'heure pour Monsieur Mount, qui est un pseudonyme, on en parlait tout à l'heure pour des films 8 mm, tournés dans le jardin ou dans la forêt avoisinante, tel qu'on pouvait en faire à l'époque. Et N.G. Mount, voilà, c'était son pseudonyme. Et donc, et puis vous avez Danny Carrel qui va apparaître dans aussi de grands films français. Alors je pense à Un idiot à Paris de Serge Corbert, un film qu'il faut réhabiliter avec Jean Lefebvre, là ici qui est peut-être dans son meilleur rôle. Et puis aussi dans Le Pacha, un très beau rôle dans Le Pacha, hein, finalement, de Danny Carrel. Le cimetière pour morts-vivants. Et oui, mise en scène, c'est Ralph Zucker, c'est ça? Ralph Zucker, effectivement. Oui, Ralph Zucker, c'était le producteur, c'est pas lui qui l'a réalisé, mais le réalisateur d'origine, qui est un réalisateur italien anonyme, enfin qu'on connaît moins, a rejeté le film. Zucker, qui était le producteur du film, l'a remonté. Et donc c'est une histoire assez particulière d'un scientifique qui est mort mais qui réapparaît. Et en fait le principe du film, j'ai pensé un peu à Jonathan Harker au début, parce que c'est l'histoire d'un avoué d'un notaire qui est convoqué par une lettre écrite par quelqu'un qui est mort voici un an, chez la veuve et sa fille. Et donc il se rend dans cette demeure est attenant à un lazaret, parce qu'il faut savoir que l'individu qui est mort éprouvait une fascination pour la peste. Et aussi une certaine forme de nécrophilie. Cinéma bis aussi, la nécrophilie au cinéma bis, il faudra en parler de ça. Donc c'est un film qui est intéressant, surtout pour Barbara Steele. Barbara Steele, qui est une icône du cinéma bis, elle a même eu un numéro spécial de la revue Midi Fantastique à l'époque. Alors là, ici, elle est très très bien. Je la trouve beaucoup plus valorisée dans d'autres films. Mais il y a une scène. Alors ceux qui ont vu le film à l'époque disaient oui, la seule scène intéressante du film, c'est quand on voit Barbara Steele dans sa baignoire. Voilà. Bon. Je trouve que c'est un peu méchant. Un peu rude quand même. C'est un peu rude. Ah, Santo. Bah oui, Santo contre les Martiens, on pourrait dire ça. Ah oui, alors Santo, là on est en Amérique du Sud, on est au Mexique, et puis Santo c'était un véritable catcheur. Et on ne voit jamais son visage dans les films. D'accord. Ce sera pratiquement à la fin de sa vie, lors d'une émission télévisée, qu'il acceptera de dévoiler son visage. Et là, on voit le visage d'un homme plutôt malade et affaibli. Donc Santo, c'était aussi une figure du cinéma bis mexicain. On parlait de la dynastie Cardona. Cardona, le premier du nom, René Cardona, a réalisé plusieurs Santo. Et là, ici, c'est de mémoire, c'est un Santo assez... comment dirais-je, particulier, puisqu'il reprend le thème hollywoodien et edwoodien, j'allais dire, des extraterrestres qui viennent pour envahir la Terre. Et en fait, Santo, en se battant avec ces extraterrestres, découvre quel est leur point faible. Donc je ne vais pas tout raconter, non, il faut laisser mais c'est un film assez plaisant à voir. Et d'ailleurs, il y a certains films de Santo qui ont été distribués en France et en Europe, mais souvent c'était Superman contre. Voilà, oui, bah oui. On parlait tout à l'heure des exploitants de salles ou des distributeurs de cette catégorie de films qui exploitaient plutôt des titres différents ou qui donnaient Superman contre... Voilà. Alors que c'est Santo. Danger diabolique, ça c'est un de mes préférés de cinéma bis. C'est du très bon Mario Bava, évidemment avec le jeu sur les couleurs, etc. Et puis avec cette histoire, je dirais que Danger diabolique,
c'est le Fantomas d'André Hunebelle, version psychédélique et meilleure même, je dirais, parce que Diabolique, c'était un personnage de ces bandes dessinées italiennes qu'on appelait les fumetti. Ouais. Et là, ici, c'est John Philip Lowe qui va incarner l'ange aveugle dans Barbarella de Roger Vadim, autre film intéressant avec Jane Fonda. Et dans ce film, oui, Diabolique, c'est un petit peu l'équivalent de notre Fantomas, mais en figure beaucoup plus inquiétante et sérieuse. C'est même le Fantomas d'origine, hein, c'est pas celui d'Hunebelle. Hein, donc, oui. Et dedans, il est question de vol d'argent, etc., de défis à la police. Ouais. Et le policier, je parlais de cinéma bis comme cinéma de volonté européenne. Là, s'il y a bien une Europe du cinéma, c'est dans le cinéma bis. C'était donc Michel Piccoli. Oui. Michel Piccoli, qu'on voit ici dans un film de cinéma bis, alors qu'on était habitué. Mais est-ce que c'est si différent de cela à l'époque dans des Buñuel et ensuite dans des Claude Sauté, donc dans des films de genre très différents? Eh bien, là ici, je trouve qu'il est très très convaincant. Mais il faut savoir que Piccoli a débuté dans un court-métrage qui s'appelle Torticola contre Franz Könberg avec Pierre Brasseur aussi. Quelque chose qui date de 1952. Voilà. À la même époque, il apparaissait dans des films, du Parti communiste français et de la CGT aussi. Il a débuté comme acteur militant, chose qu'il est tout le temps resté finalement, qu'il est toujours resté, Piccoli. Oui, donc Danger diabolique, c'est à voir. Et puis la fin, voilà, il y a une très belle à voir. Ah oui, à voir. Et puis aussi la voiture de Diabolique aussi, qui est magnifique. Voilà, c'est pour les amateurs. C'est un très très bon film. Ah ben voilà, c'est un cycle Mario Bava là qu'on me fait. On dirait, en tout cas, c'est ce que j'ai. Les trois visages de la peur. Alors, bah oui, trois visages de la peur, le titre est bien trouvé parce qu'il y a du suspense pour le premier sketch, il y a de l'horreur, les Vurdalak et Boris Karloff dans le deuxième sketch, et il y a les peurs suscitées par notre culpabilité et notre inconscient dans le troisième sketch. Alors, le casting est très intéressant. Alors, les trois histoires, parmi les trois histoires, il y a une histoire qui provient de Guy de Maupassant. Et, oui, parce que je pense que Mario Bava était un fin lettré, était quelqu'un de cultivé, qui aimait la littérature. Preuve qu'il ne faut jamais, Jess Franco aussi, on va dire, je défends, mais bon, c'était des amateurs de littérature, voilà. Et donc, vous avez Michel Mercier dans le premier sketch, qui reçoit des appels téléphoniques angoissants. Dans le deuxième sketch, c'est la famille de Boris Karloff qui revoit le retour de Boris Karloff. Alors, as-tu chassé le Vurdalak ou les Vurdalak qui sont des sortes de vampires? Et dans le troisième sketch, nous retrouvons Jacqueline Pierreux. Alors, Jacqueline Pierreux qui a eu une époque où on la voyait beaucoup au cinéma, des cinémas de comédie. Jacqueline Pierreux qui est la maman de Jean-Pierre Léaud. Et le troisième sketch, c'est un sketch aussi qui fait très peur. Je ne dis pas pourquoi, parce qu'on trouve une personne décédée et avec un visage inquiétant, et ça, ce sera repris dans certains films de Mario Bava. Je pense à Toujours, Lisa et le diable, qui est peut-être la synthèse de tout ce que Mario Bava a fait en 72, pour ce film. Mais en tout cas, voilà. Puis Boris Karloff, et ce qui est intéressant dans le film, c'est que à la fin, vous voyez, il y a un aspect mise en abîme du cinéma. Voilà, avec Boris Karloff qui a eu beaucoup d'humour, mais qui souffrait déjà de graves problèmes de santé à l'époque, mais qui ne s'est jamais départi de son humour jusqu'à la fin. En tout cas, beau film et bon film. Et à voir. Et à voir, oui, et à revoir. Alors, 077, Richard Harrison, Opération Casablanca, voilà. Ah oui, donc ça fait partie de cette catégorie de cinéma bis qu'on appelle les Eurospy. Les Eurospy. Et les Eurospy, oui. C'est-à-dire que des films qui surfent sur la vague de
on en parlait tout à l'heure, de James Bond, et vous avez les 077, vous avez d'autres 00, etc. Et donc là, ici, on a un acteur emblématique dont je parlais tout à l'heure, qui est Richard Harrison, bon, qui est un acteur qui est au-dessus de la moyenne. Mais bon, c'est pas Sean Connery, mais c'est un acteur qui savait montrer qu'il était talentueux dans certains films. Et là, c'est une histoire de formules secrètes que les Russes ne doivent pas, dont les Russes ne doivent pas s'emparer, pardon. Et donc pour ce faire, il protège le dernier des 3 savants qui connaît la formule secrète. Et donc ça va l'emmener de la France jusqu'à Casablanca, par exemple. Et donc il y a son lot de bagarres, son lot aussi de jolies femmes qui jouent un double jeu, etc. C'est des films très charmants, hein, finalement. Hein. Ce sont des films qui sont très très charmants en regardant ce que nous faisons maintenant. Alors, comme disait Jean-Pierre Mocky, ça c'est un bon film du samedi soir. Voilà, c'est un bon film du samedi soir. On peut le résumer comme ça. Alors, Superman contre l'invasion des Martiens. Ah oui, là aussi un Superman, mais qui n'est pas le véritable Superman. Non. D'accord, c'est un Superman qui, comment dirais-je, alors c'est un petit peu un Monsieur Muscle, c'est un petit peu un Santo, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Oh, le film, oui, je l'ai vu ce film il y a quelque temps déjà, mais il ne m'a pas laissé une grande impression, mais il y a quelques scènes comme ça qui sont intéressantes. Qui sont quand même marquantes. Et puis aussi, il y a toujours un plaisir assez régressif ou voilà, parfois coupable à voir ce genre de film entre amis. Hein, voilà, détendu, et puis dire oh là là le décor, oh mon Dieu, oh là là les costumes, oh là là le jeu d'acteur, oh là là. C'est objectivement drôle. C'est objectivement drôle, voilà. C'est comme certains films qui possèdent une forme d'humour qui est peut-être involontaire à la base. Un peu comme Ed Wood. Ed Wood, exactement, lui qui voulait réaliser le film avec un F majuscule de science-fiction, avec le plan 9. Plan 9 from Outer Space. Voilà, exactement, avec des rushs de Lugosi, pardon, de Bela Lugosi, et puis avec toute son équipe, hein, voilà, Thor Johnson par exemple, qui joue, oui, Vampira, qui présentait des émissions à la télé, et le Prédicateur aussi, hein. Oui, donc, oui, vous voyez, je le placerais dans cette catégorie-là. Film, voilà. Comique involontaire, mais quand même. Comique involontaire, et puis il y a des petites trouvailles, quand même. Il y a des petites trouvailles. Et le dernier. Tarzan et les sirènes. Ça doit être le... Avec Johnny Weissmuller. Ouais, bah c'est son dernier, je crois. C'est son dernier. Alors, on a toujours à voir Johnny Weissmuller dans un Tarzan. Ce n'est plus malheureusement le Tarzan de 15 ans avant. Là, c'est son dernier. Là, on voit que il a vieilli, que la passion n'est plus là. Il remplit le contrat. On l'entend encore faire son cri légendaire. Mais on voit que c'est le Tarzan de trop. Mais là aussi, c'est assez intéressant en ce sens qu'il y a, par exemple, Jane qui est plutôt valorisée dans le film, la population qui est opprimée par un faux dieu, c'est-à-dire c'est un associé dans dans le commerce des perles, qui profite de la naïveté, de la crédulité des populations avoisinantes pour leur ordonner d'agir et de réagir ainsi. Donc c'est un film plaisant à voir, d'un côté,
Et puis il y a très très belles scènes qui se déroulent quand cette peuplade vogue dans les cours d'eau en pirogue. Il y a des scènes comme ça sur cette... alors on peut appeler ça une île, sur cette île, ou sur ce coin, voilà, cet îlot, qui sont très très bien. Parce que c'est réalisé par Robert Fleuret. Et Robert Fleuret sauve le film, je dirais, par ces scènes-là. Puis il y a très très belles scènes où Tarzan fait le plongeon, etc. Voilà, donc Robert Fleuret, oui, qui sauve le film. Et ensuite... on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est Lex Barker qui va faire 4 ou 5 Tarzan, et qui va ensuite être appelé, et qui va faire sa nouvelle carrière en Allemagne, en jouant le grand ami de Winnetou, Winnetou, qui était incarné par Pierre Brice, et qui Winnetou, qui était adapté de romans pour la jeunesse. Pierre Brice, oui. Parce qu'il faut savoir parfois qu'il y a des acteurs français, je pense à Pierre Brice, qui était plus connu ailleurs. Je pense aussi à Jean Sorel, Jean Sorel qui est connu pour les giallo, soit en Italie, soit en Espagne, qui avait débuté par exemple avec Buñuel, Belle de jour. Et ensuite Jean Sorel, qu'on connaît plus maintenant pour sa filmographie hors France, alors que c'est qu'en France, etc. Et il a tourné un très très beau téléfilm de Pierre Cast, d'après Boris Vian, dont je ne me souviens plus, mais un téléfilm de science-fiction qui est passé une fois ou deux dans les années 85-86 sur la chaîne qu'on appelait Antenne 2 à l'époque. Alors, quelques ouvrages de cinéma, et nous allons commencer évidemment par le cinéma bis avec cet ouvrage de Stéphane Duménido sur Jazz Franco. Je n'ai pas apporté celui d'Alain Petit, qui est une référence en la matière pour ce cinéaste, mais ceci est une très très bonne présentation de l'œuvre de Jazz Franco, fait par un passionné, et qui s'intéresse aussi au giallo, au cinéma asiatique, au cinéma de toute catégorie, qui est Stéphane Duménido, qui travaille notamment pour Mad Movies. Alors ensuite, autre livre, et dans une toute autre catégorie, ce sont les entretiens de Pascal Thomas, cinéaste des Oiseaux, cinéaste d'autres films tout aussi touchants. Et là ici, c'est Jean Aulé-Laprune notamment qui a, j'allais dire, réalisé cet ouvrage d'entretien avec un Pascal Thomas qui nous livre des anecdotes parfois très touchantes, parfois très truculentes, notamment ses rapports avec Maurice Pialat, ou aussi avec François Perrier, lors du tournage d'un des derniers films de François Perrier, et donc aussi de ses souvenirs de cinéphile, de ses souvenirs de jeunesse, et de lycéens aussi, qui ont constitué en lui une forte appétence pour le cinéma et pour certains de ses films. Donc Pascal Thomas, un livre que je conseille, qui est un beau livre sur le cinéma, autour du cinéma, fait par quelqu'un de très, très sensible. Et puis l'intervieweur aussi est quelqu'un qui est Jean Aulé-Laprune et qui sait manier l'art de la conversation, voilà, sans être insistant sur certains sujets sensibles. En tout cas, c'est très subtil comme ouvrage. Obsession bis, évidemment, de Christophe Beer, qui est un ouvrage qui, en quelque sorte, est un recueil des textes que Christophe Beer écrit et dit dans l'émission Mauvais genre de France Culture de François Angelier. Ce sont des textes qui sont ciselés, qui sont d'une langue et d'un style impeccable sur non seulement le cinéma bis, mais aussi sur d'autres sujets touchant par exemple le fantastique, la littérature, le dessin, toutes les formes d'art possibles, le cinéma effectivement, et avec beaucoup de talent par Christophe Beer, qui est l'un des animateurs de l'émission, donc je le rappelle, Mauvais genre de France Culture, une émission à écouter. Busby Berkeley, l'homme qui fixait des vertiges. Alors Busby Berkeley, ce nom ne nous dit
peut-être plus rien maintenant, mais Busby Berkeley, ça a été le plus grand chorégraphe d'Hollywood des années 30 à 50. Avec, comme la couverture peut l'indiquer, mais il y a d'autres photographies qui le prouvent, vous savez, ces images kaléidoscopiques de danseurs et de danseuses dans de nombreuses comédies musicales. Il a même été parodié, repris dans une publicité pour de l'eau minérale avec des bébés récemment. Et donc c'est un ouvrage, alors c'est un ouvrage de passionné, c'est un ouvrage d'amour du cinéma, aux éditions Marest, dont on ne dira jamais trop de bien pour la qualité et la passion des ouvrages qu'ils éditent. Et là ici, c'est monsieur Pierre-Julien Marest qui a coécrit cet ouvrage avec Séverine Danflou, autre passionné de cinéma. C'est un ouvrage à la fois de passion, mais aussi de patience, j'allais dire, aussi d'amour dans l'écriture et d'amour du cinéma. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, non seulement sur Busby Berkeley, mais aussi sur les différentes facettes de son talent. Et il y a même certaines actrices que je ne connaissais pas, des danseuses que je ne connaissais pas du tout, qui font l'objet de petites fiches biographiques comme ça, entre deux chapitres. Et je trouve que le livre est très très bien conçu. Voilà. Donc Busby Berkeley, à redécouvrir. Nous allons maintenant terminer notre rencontre par un rituel que beaucoup attendent, même si nous l'avons légèrement changé. Il ne reste pas moins un héritage de Proust, remis au goût du jour par Pivot, pimenté aux ingrédients cinématographiques. Nous allons vous demander des réponses courtes, voire une explication tout aussi courte. Vous êtes prêts? Plutôt péplum ou horreur? Pourquoi? Alors, horreur, parce que l'horreur travaille beaucoup plus notre inconscient et nos peurs que le péplum. Le vrai nanar que vous désirerez faire partager? Je vais rester fidèle à Philippe Clair. Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, avec Jerry Lewis. Je reste fidèle à ce film. Un ou une comédienne du cinéma bis que vous désirez mettre à l'honneur? Alors, il y en a tellement de comédiennes du cinéma bis. Je vais citer, Edwige Fenech, la toubib du régiment, oui, et Lina Romay. Une scène type qui pourrait caractériser le cinéma bis? Par exemple, la scène initiale de Vampiros Lesbos. Après le générique, la première scène après le générique de Vampiros Lesbos, où il y a des effets de miroir, j'en dis pas plus, avec Soledad Miranda. Très très belle scène typique du cinéma bis, dans la recherche esthétique, dans l'exploration de certaines choses en nous, oui. Le cinéma bis est-il subversif? Bien sûr, bien sûr. S'il y a bien un cinéma subversif, c'est le cinéma bis. On parlait un petit peu de Jean-Pierre Mocky tout à l'heure. On peut le classer dans le cinéma bis, en quelque sorte, et dire qu'il est subversif et il est provocateur, et c'est parfois fait exprès. Parce que parfois, les films de catégorie qu'on dit A, ou les grands films du patrimoine, du cinéma, sont des films parfois très, voire trop sérieux. Le cinéma bis est-il voué au cinéma de quartier? Il est prédestiné à être un cinéma de quartier, puisque maintenant on dit même le cinéma populaire, par exemple le cinéma populaire italien, à la Cinémathèque française, qui organise d'ailleurs des soirées cinéma bis, quelques vendredis comme ça, une double programmation cinéma bis. La revue de cinéma qui ne quitte jamais votre table de chevet, un livre peut-être? Alors les livres, je les ai présentés, je vais rester fidèle à Positif. Je vais rester fidèle à la revue Positif, que je préfère désormais à une autre revue à laquelle je suis encore abonné, mais qui m'intéresse un peu moins maintenant. Vous êtes producteur. Quel film, sur l'heure, souhaitez-vous mettre en chantier? Alors, des films tels que F for Fake d'Orson Welles, par exemple, des films puzzle, comme ça, des films où le montage est important et où la
la présence, j'allais dire, d'un narrateur est importante également, où la voix est importante. Et Orson Welles était un narrateur et une sacrée voix également. Quelle comédienne, quel comédien du cinéma bis pour illustrer les nouveaux billets en euros? Barbara Boucher. Ah oui, Barbara Boucher, par exemple, dans La longue nuit de l'exorcisme de Lucio Fulci, de mémoire, est vraiment une actrice excellente. Ah oui. Donc sans hésiter, Barbara Boucher. Pouvez-vous donner quelques arguments pour aimer sans priori le cinéma bis? C'est un cinéma parallèle, un cinéma différent, un cinéma dans lequel on se plonge très facilement, non pas parce qu'il est moindre au niveau qualité, mais c'est parce qu'il est très intéressant au niveau des approches qu'il nous présente, et notamment lors des premières scènes. Je parlais de la première scène après le générique de Vampiros Lesbos de Franco. Quel autre film ou quels autres films de catégorie A pourraient nous présenter ce genre de scène, avec les peurs économiques de certains producteurs. Non, c'est un cinéma dans lequel on retrouve plusieurs genres. Donc tout le monde peut y trouver son content, en quelque sorte. Le film qui, encore aujourd'hui, vous dit « Tiens, voilà le chef-d'œuvre du cinéma bis ». Très difficile. Parce qu'il y a beaucoup de chefs-d'œuvre du cinéma bis. Alors, un film qui est pour moi un chef-d'œuvre du cinéma bis, mais c'est très discutable, c'est Lisa et le diable de Mario Bava. C'est un film qui m'a marqué, que j'ai revu récemment, et c'est vraiment, vraiment un chef-d'œuvre. Parce que jusqu'à la dernière minute, nous sommes happés par ce qui nous est montré, par ce qui nous est dit, par l'esthétique, par l'histoire, les personnages. C'est un film labyrinthe, comme le lieu principal, et souvent les films de cinéma bis se passent dans un seul lieu. Bon, il y a les raisons économiques, mais il y a aussi l'oppression d'un huis clos, notamment dans le fantastique ou dans les djihadis par exemple. Il y a cette force narrative et esthétique qu'on a dans ce film de Bava, comme dans de nombreux autres films de Bava et de cinéma bis. Mais c'est celui-là, c'est très subjectif. Roger Corman, Jess Franco, John Carpenter, George A. Romero, Don Siegel, Joe Dante, Lucio Fulci, un cinéaste français? Un cinéaste français qui regrouperait un tout petit peu l'esprit du cinéma bis, ce serait Jean Rollin, à redécouvrir Jean Rollin. Jean Rollin qui a été un poète dans ses films, avec une inquiétante étrangeté qui a été incompris malheureusement, mais qui maintenant, je parle de redécouverte, qui fait l'objet d'une redécouverte. Ces films ressortent en DVD, en Blu-ray, et on lui trouve tardivement, trop tardivement, des qualités qu'il possédait déjà à l'époque dans ses films, intrinsèquement dans ses films. Donc voilà, Jean Rollin. Croyez-vous que Dieu aime le cinéma bis? Alors je pense que oui. Alors parfois il doit tiquer un peu, il va dire « Oh non, là c'est trop osé », dans tous les sens du terme. Mais il doit se dire finalement, c'est pas si mal que ça, et c'est représentatif aussi, en sa manière, de l'humanité. Et il est temps maintenant, Alexis Leroy, de parler de votre actualité. L'actualité, c'est l'enseignement du cinéma auprès de mes étudiants, mes lycéens. C'est aussi la rédaction de textes sur le site « Il était une fois le cinéma ». C'est aussi la rédaction de textes pour des ouvrages collectifs et pour mes recherches également autour de l'acteur Jean Tissier. Je vais faire un ouvrage là-dessus sur Jean Tissier, qui est un acteur qui est emblématique de plusieurs formes de production, aussi plusieurs formes de cinéma français, de Napoléon d'Abel Gance. Il a été en quelque sorte, comme on disait au théâtre, un figurant, un albardier, on disait à l'époque, dans le fameux Napoléon d'Abel Gance, jusqu'à Sex Shop de Claude Berry, et oui, et La Veuve Coudert face à Delon et Signoret, de Pierre Granier de Fer. Voilà, donc, et puis il y a les ouvrages qui vont sortir, notamment celui sur Vittorio De Sica, prochainement.
Merci Alexis. Et pour terminer, voudriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer 2 de vos dernières parutions? Oui. Voici. Mon premier roman, un roman policier historique, Sans domicile fixe, SANG, qui se passe en grande partie au Père-Lachaise, et Que viennent les ténèbres, qui est une recherche très poussée sur certains livres de théologie très très rares.